vue. Et qu'il suffit, lorsque quelqu'un a un certain point de vue et énonce une certaine vérité selon lui, de la mettre en parallèle avec un autre discours qui semble n'avoir rien à voir, et tout à coup, vous avez ébahi, vous voyez surgir la connivence entre deux discours dont l'un vous semblait merveilleux et dont l'autre est détestable. Et vous apercevez que c'est le même type de discours. Alors, un nouvel exemple, je vais vous mettre sous les yeux, je vous mets en grand écran pour que vous le voyez, un extrait pris sur le site Memory. Le site Memory, c'est un site intéressant parce que c'est un site qui aujourd'hui capte et enregistre tous les médias, enfin beaucoup des médias et des interventions dans les médias arabes, entre autres, et traduit ce qui se dit, non seulement la télé palestinienne, mais dans tous les pays arabes et dans tous les pays, en faveur ou en défaveur des juifs et du sionisme. Donc c'est quelque chose on peut avoir accès maintenant aux médias musulmans, arabes, en langue arabe, entre autres, c'est pas les seuls qui traduisent, et qui sont traduits en anglais tout le temps, et parfois même en français, par le site Memory TV, qui est un site américain de gens favorables à Israël, évidemment, mais on voit quand même ce qu'on ne voit jamais, en France, par exemple, et ce dont parlent peu et ne parlent pas tellement les idéologues antisionistes, on voit comment s'expriment les idéologues musulmans ou arabes ou palestiniens lorsqu'ils se laissent aller à dire ce qu'ils pensent. Voilà. Et bien cette idée, vous voyez, que les juifs n'ont aucune place en Palestine, cet argument selon lequel les Arabes n'avaient aucune raison d'accepter l'arrivée sur leur terre d'Européens étrangers, des gens complètement étrangers, qui n'étaient pas d'ici, et qui n'avaient rien à y faire, des gens qui fuyaient des persécutions en Europe, les Juifs donc qui venaient émigrer en Palestine, desquelles persécutions, eux les Arabes n'étaient pas responsables, et de sorte qu'ils concevaient l'arrivée des Juifs comme un grand remplacement, vous avez compris, voilà. Ça c'est un point de vue qui est partagé par tous les antisionistes. Ils vous disent, il faut comprendre le point de vue des Arabes de l'époque, ils voient arriver des étrangers européens qui n'ont rien de commun avec eux, qui ne partagent pas leur culture, qui ne partagent pas leur point, et qui viennent les remplacer, qui viennent leur prendre leur terre et qui viennent les remplacer. Et bien cet argument, je vous montre d'abord, hein, c'est quelque chose qui est très répandu, je vous montre par exemple un extrait d'un long documentaire, je l'ai mis il est sur YouTube, il est accessible en ligne, qui retrace l'histoire du conflit, qui croit retracer l'histoire du conflit, qui est passé sur Arte en 2018, donc qui est assez récent, avec beaucoup d'interventions d'historiens et d'intellectuels à la fois israéliens et palestiniens, et qui donne la parole aux uns et aux autres. Bon, il est intéressant, j'en reparlerai peut-être, parce que principalement pour ces images d'archives qui sont très nombreuses. Voilà. Le fait de laisser 5 minutes aux uns, 5 minutes aux autres, c'est pas nécessairement très intéressant pour comprendre le conflit. Mais enfin, peu importe. Voilà un extrait de ce documentaire qui s'appelle Israël-Palestine, une terre 2 fois promise. Vous allez voir que l'argument est dit explicitement par un des grands intellectuels palestiniens, et antisionistes évidemment, enfin pro-palestiniens, qui est Elias Sambar. Voilà, je vais vous montrer un tout petit extrait de quelques minutes de ce documentaire, un petit peu en amont de l'intervention d'Elias Sambar, pour vous montrer les données déjà du problème, avec des choses qui sont dites à propos de la présence juive dans la Palestine mandataire. Au début du siècle, la population comptait quelques dizaines de milliers de juifs et environ 500 000 arabes. Les juifs n'étaient pas des agriculteurs. C'était pour la plupart des ultra-orthodoxes qui vivaient grâce à des dons de l'étranger ou étaient commerçants. Ils tenaient de petites échoppes. C'est tout. Il y avait une petite communauté religieuse très pratiquante, essentiellement à Jérusalem ou dans d'autres endroits comme Hébron et Safed.
Sans l'ombre d'un doute, les relations entre les Juifs et les Arabes étaient bonnes. Par exemple, les ventes de terres ou de maisons étaient courantes et ne posaient aucun problème. Mes parents, quand ils vivaient à Jaffa, avaient beaucoup d'amis parmi la population juive en Palestine sous mandat. C'était naturel à l'époque, ça n'avait rien d'inhabituel. Je crois qu'il n'y a aucune raison de le nier. Il est évident que les Juifs ont habité cette terre et qu'ils y avaient vécu, qu'une culture juive existait ici. Les pogroms en Russie accélèrent l'immigration massive des Juifs, principalement aux États-Unis. Une poignée de jeunes étudiants sionistes venus d'Ukraine décident de s'établir en Palestine. Un petit groupe arrive, achète un bout de terre à Rishon LeZion et s'y installe. L'une des choses les plus étranges est que les Juifs disent dès le début « c'est notre pays ». Et les Arabes l'entendent. En fait, au moment où le premier Juif arrive, les prémices du conflit arabo-juif commencent. De ce point de vue-là, les germes du conflit étaient présents dès le début. De jeunes idéalistes sont venus ici pour travailler la terre. Ils se sont dit « Nous allons créer une colonie exemplaire en Israël ». Nous avons des textes de 1907-1908 qui disent « Cette histoire est un gigantesque projet pour nous remplacer chez nous ». Voilà, vous voyez, c'était juste pour vous dire, je vous ai mis un petit peu le contexte avec des choses qui sont vraies, bien sûr, et d'autres qu'il faudrait discuter mot à mot. C'est pas le propos aujourd'hui, dans ce qui est exprimé par les uns et par les autres, mais l'idée des Juifs qui viennent nous remplacer, d'un grand remplacement, craint par les Arabes, ou en tout cas propagé par les idéologues arabes auprès de la population, ça c'est quelque chose qui est repris par tout le monde, enfin par tous les historiens antisionistes de cette période. Quand je dis les historiens antisionistes, c'est-à-dire ceux qui disent il faut les comprendre, il faut comprendre leur point de vue, les Juifs venaient pour les remplacer. Je vous donne un autre exemple, pour vous montrer vraiment que c'est pas moi qui exagère, c'est quelque chose qui est, c'est un argument qui est couramment et même perpétuellement invoqué par les idéologues, les militants et les historiens antisionistes. Voilà, je vous montre juste un autre extrait. Alors c'est sur c'est une conférence faite par deux historiens célèbres pro-palestiniens et antisionistes, Dominique Vidal et Alain Grech, et quelqu'un dans la salle pose la question du plan de partage de 47, c'est-à-dire, pour aller très vite, on verra tout ça plus en détail. En 1947, l'ONU propose, pour régler le conflit entre les Juifs et les Arabes, de partager la Palestine en deux parties, d'en donner une partie aux Juifs et une partie aux Arabes. Les Juifs, après de nombreuses hésitations, acceptent ce plan de partage. Les Arabes le refusent et immédiatement, c'était donc le 30 novembre 1947, quelques mois avant la naissance de l'État d'Israël, une guerre civile éclate et les Arabes décident d'entrer en guerre. Je dis guerre civile parce que les Anglais étaient encore à une époque présents en Palestine, donc dirigeaient encore les choses, mais la guerre réelle entre les Juifs et les Arabes, les Juifs et les musulmans en Palestine et en Israël, elle démarre, la guerre civile déclarée, elle démarre, pas le conflit, mais la guerre civile déclare le lendemain de cette proposition du plan de partage. Donc quelqu'un pose la question et dit, mais pourquoi les Arabes ont refusé? Est-ce que ça n'a pas été une erreur? Ce que reconnaissent aujourd'hui, parce que ce qu'admettent aujourd'hui certains intellectuels palestiniens en disant, si en 1947, les Arabes n'avaient pas fait l'erreur de refuser de partager la Palestine avec les Juifs, il y aurait eu la paix, il n'y aurait pas eu de guerre entre Israël et la Palestine. Les Arabes restent, ce que beaucoup réclament aujourd'hui, un État palestinien, musulman arabe, à côté de l'État juif, et on se partage le territoire, et on est en paix les uns à côté des autres. C'était une possibilité, une des nombreuses possibilités, en 1947, à côté de laquelle sont passés les dirigeants arabes, et donc les Arabes. Et voilà comment répond
Alain Grèche à cette question, pour vous montrer, c'est simplement pour vous dire que cet argument d'étrangers qui viennent nous remplacer, nous expulser de chez nous et nous remplacer, il est repris par tout le monde. Après le plan de partage de 1947, celui-ci est refusé par les Arabes, accepté par le mouvement sioniste. Les Arabes refusent et donc il y a les armées arabes qui envahissent l'État d'Israël qui vient d'être créé. Ce sont les Israéliens qui l'emportent finalement et agrandissent leur territoire. Au départ, les Israéliens auraient eu 55% de la Palestine, et donc l'État arabe, puisqu'on ne parle pas encore d'État palestinien, mais l'État arabe aurait eu 45%. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, ils en auraient 22%. Et encore, avec le recul, est-ce que ça a été une erreur historique des Arabes? On peut dire que c'est une faute politique, au sens où ils ne prennent pas en compte les rapports de force réels, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas ce qui va se passer, et qu'ils n'imaginent pas qu'il y aura une telle violation de ce qu'ils estiment être leurs droits. Mais, comme toujours, il faut essayer de se placer un peu de leur point de vue. Et de leur point de vue, on n'est pas du tout dans la situation que nous voyons. C'est-à-dire, eux, ils voient ce qui s'est passé en Palestine comme une expropriation de leurs terres, comme des étrangers qui viennent les chasser, qui achètent les terres, qui construisent des villes, qui construisent des colonies, et ils ne voient pas au nom de quoi ils vont l'accepter. D'autant qu'il y a un élément qui est important à comprendre, on a parlé tout à l'heure de la question du génocide. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas moi qui exagère. Alors, ce que je veux montrer maintenant, ce sont simplement des aperçus de la complexité de la question, hein. Je ne suis pas du tout en train aujourd'hui d'entrer dans les détails, je veux juste vous montrer en préliminaire à quel point ces choses-là sont complexes. Cet argument qui est faux sur le fond, on verra pourquoi, qui est très orienté, c'est-à-dire l'idée que les Arabes pensaient tous qu'on allait les remplacer. C'est pas vrai, c'est pas tous les Arabes, c'était certains idéologues qui s'exprimaient comme ça dans les médias, c'était ni plus ni moins que les Zemmour arabes musulmans de l'époque. Et tous les Arabes et tous les Palestiniens ne voyaient pas les choses comme ça. C'est une vision qui aujourd'hui est reprise pour justifier toutes les erreurs historiques qu'ont pu faire les dirigeants palestiniens de refuser le dialogue et le partage à la Palestine, qui a fait que ce conflit n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Mais voilà, si on devait entrer dans les détails, je n'entre vraiment pas dans les détails maintenant. Je veux juste vous montrer que si maintenant on reprend cette idée donc de cet argument, qui évidemment vous rappelle quelque chose quand même. C'est-à-dire que mutatis mutandis, c'est exactement l'argument raciste du grand remplacement et la justification aujourd'hui de l'Europe, aujourd'hui en 2022, qui décide de laisser crever des émigrés en Méditerranée sous prétexte qu'ils ne sont pas de chez nous. Vous n'êtes pas d'ici, rentrez chez vous. Et vous pouvez tous crever en Méditerranée, ce qui arrive. C'est-à-dire ils meurent tous en Méditerranée puisqu'on ne les laisse pas rentrer en Europe. Eh bien, c'est exactement la même, mutatus mutandis, c'est une situation comparable pour les Juifs qui sont nassés en Europe entre les années 20 et évidemment les années de la Seconde Guerre mondiale, qui sont nassés en Europe durant le Troisième Reich, des milliers de Juifs qui vont mourir parce que les Arabes ont fait pression sur les Anglais pour limiter les quotas d'immigration. Et que les Anglais, qui ont besoin des Arabes militairement, vont leur accorder ce refus de laisser entrer des Juifs qui sont à la porte de la Palestine et qui cherchent à entrer. Les sionistes, que les dirigeants sionistes cherchent à faire immigrer en Palestine et évidemment ils n'y parviennent pas. Et donc des milliers de Juifs sont morts parce que les Arabes ont fait pression sur les Anglais pour limiter les quotas d'immigration, considérant les Juifs, pas tous les Arabes, mais en tout cas c'était un des arguments pour ne pas laisser entrer les Juifs en Palestine, comme de parfaits étrangers venus les supplanter. Eh bien, non seulement cette attitude consistant à laisser crever à la frontière de pauvres airs qui demandent le secours, c'est celle des pires racistes aujourd'hui. C'est la même attitude, c'est la même argumentation. Je ne suis pas responsable de leur malheur,
qui restent chez eux, c'est pas moi qui ai déclenché leur guerre chez eux, c'est pas moi qui suis responsable de leur malheur en Afrique et ailleurs, et donc je n'ai pas à leur ouvrir les portes, on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde. C'est cet argument-là que reprennent les antisionistes, tous, sans exception aujourd'hui, pour essayer de comprendre l'attitude des Arabes de l'époque. Eh bien ce geste si peu charitable, il est encore moins justifiable dans le cas du Moyen-Orient, parce que d'une part, les Juifs, à leur manière unique et incomparable, étaient liés à cette terre, ce n'étaient pas des étrangers intégralement. Hein, vous avez vu, je vous ai montré des extraits, des vidéos pour vous dire que ce n'était pas exactement la même situation et le même rapport à cette terre où ils essayaient d'entrer pour se sauver, pour ne pas crever en Europe. Ils avaient un rapport spirituel et ils étaient liés spirituellement et historiquement à cette terre. Et d'autre part, parce que le fantasme de remplacer ou de supplanter les Arabes n'a jamais effleuré l'esprit des fondateurs du sionisme. On va voir tout ça en détail. Il n'a jamais été question pour les sionistes. Il y a eu des problématiques de transfert de population. On va voir tout ça très en détail. Pas aujourd'hui, mais on le verra, parce que c'est un des reproches principaux faits aux dirigeants sionistes, dans les écrits desquels on trouve, bien avant la création de l'État d'Israël, l'idée qu'il faudrait transférer la population arabe. On va voir sur quel mode. Ce qu'on appelle, ce que certains historiens israéliens qualifient de nettoyage ethnique, c'est pas ça, mais on verra tout ça en détail. Mais en tout cas, ça n'a jamais effleuré l'esprit des fondateurs du sionisme, l'idée de supplanter les Arabes. N'oubliez pas que c'est un conflit qui se déroule sur près d'un siècle, avant même la création de l'État d'Israël, sur plusieurs décennies. Et donc, les premiers sionistes qui arrivent en Israël, on l'a vu dans le début de l'extrait du documentaire d'Arte, ce sont des idéalistes, et ils n'ont pas du tout en tête l'idée de on va prendre la place des Arabes, on va faire un grand remplacement. Donc c'est quelque chose de complètement fantasmatique. Dans l'esprit des gens qui le propageaient à l'époque, dans la propagande arabe de l'époque, des dirigeants arabes, des intellectuels arabes, des journalistes arabes, et propagande à laquelle la population croyait plus ou moins, plutôt plus que moins évidemment, les Juifs viennent vous remplacer, les Juifs viennent vous voler vos terres. C'est quelque chose qui n'est jamais présent dans l'esprit des... C'est exactement comme la thèse du grand remplacement, si vous voulez. C'est-à-dire c'est un argument aussi raciste et aussi imbécile, l'idée que les uns viennent pour nous remplacer ici, que celui de Zemmour aujourd'hui. Donc, c'était